Lumana Africa. Distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à son Excellence Hama Amadou, président du Parti démocrate à Lumana. L'homme qui veut revenir au Niger sa dignité, sa sécurité, son unité. Je voudrais également, au nom de la population Lumana Belgique, du Royaume de Belgique, exprimer tous nos remerciements au président Hama Amadou pour sa présence parmi nous. Nous remercions tous nos invités, camarades militants et militants. Par la grâce de Allah le Tout-Puissant, nous voilà tous réunis aujourd'hui comme un seul homme, avec la même détermination, à savoir notre engagement sans faille à rester mobilisés autour de notre leader, son Excellence Hama Amadou. Nous sommes là aujourd'hui pour le renouvellement de notre bureau fédéral Lumana Belgique. Nous allons continuer à travailler ensemble pour apporter haut les couleurs de notre cher parti, Lumana. Vive le modèle FA Lumana, vive les partis amis, vive son Excellence Hama Amadou pour que vive un Niger paisible, uni et prospère. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Si vous pouvez faire un tonnerre d'applaudissements pour son Excellence, Monsieur Hama Amadou, notre honorable invité. Excellence. Mesdames et messieurs, militants et militants de Lumana Africa, chers invités de Al-Kalkassa, distingués invités de Kishinkasa, distingués invités de Aminami, messieurs les présidents des coordinations de région de Belgique, messieurs les présidents des comités de base, mesdames et messieurs, chers militants, c'est véritablement pour moi une grande satisfaction de venir ici en Belgique et trouver chaque fois le modèle puissamment rassemblé. Mais pas rassemblé dans la solitude du parti unique, mais auprès de ses amis des partis de l'opposition. Car comme je l'ai dit, le combat pour le Niger n'appartient pas à un parti. Ce combat n'appartient pas à un homme. C'est un combat du peuple nigérien tout entier contre la dictature, la malgouvernance et le déni de droit. Notre pays, comme vous le savez, aujourd'hui se porte très mal. Quand on dit très mal, pour certains, il y a encore un peu d'espoir. Mais dans la tête de la plupart de nos concitoyens, vous le savez, je le sais, le Niger est en train de perdre même l'espérance. Le peuple nigérien est fatigué, complètement démoralisé, pour ne pas dire à plat ventre, devant une situation qui ne semble pas avoir de solution. Parce que malheureusement pour nous, nous avons dans notre pays une culture
dans laquelle la fatalité et la résignation qui va avec travaillent de pair pour nous endormir davantage. Dans la souffrance, la douleur et l'absence de liberté. Et désormais aussi dans l'insécurité la plus totale. Pour beaucoup de gens au Niger, nous sommes arrivés à une situation où les Nigériens sont devenus sceptiques quant à la possibilité de redresser la situation. Se disent, même s'il y a un changement politique demain, la situation est si grave, le désastre si profond, qu'il est douteux que quelqu'un puisse redresser la situation. C'est ce qui se dit dans les salons, c'est ce qui se dit dans les conversations entre particuliers, et cela se dit même au sein des partis politiques. Pour ma part, je voudrais vous rassurer. Il est incontestable que le pays est aujourd'hui dans une sorte d'abysse, un trou profond qui ne permet pas de voir le moindre trait de lumière auquel s'accrocher. Mais je le dis, le Niger ne sera pas, comme on l'a dit à une certaine époque du Tchad, un État néant. Des solutions pour sortir notre pays de la situation catastrophique dans laquelle l'a plongé le régime en place existent. Et ces solutions, contrairement à ce que l'on croit, sont nombreuses. Mais ces solutions nous commandent de changer de mentalité et tout simplement de mœurs politiques. Changer de mentalité signifie que nous devons d'abord admettre que notre pays se porte mal et que nous devions en assumer collectivement la responsabilité de ce désastre. Il est facile de dire que ce sont les gens de Gouri, le parti Tareya, qui a plongé notre pays dans la souffrance, l'insécurité et la mort. Ce n'est pas tout à fait faux. Mais nous devons admettre que nous avons tous une part de responsabilité dans ce qui arrive. Tous tant que nous sommes. La première responsabilité, c'est celle d'observer, de se taire et d'avoir peur. La seconde responsabilité, c'est cet instinct atavique qui nous habite pour la facilité. Au Niger, nous n'aimons pas travailler. Nous préférons toujours nous approcher à quelqu'un pour nous assurer une vie facile. Nous avons développé au sein de notre pays une certaine forme de parasitisme social qui font que quelques-uns travaillent pour que le plus grand nombre vive. Un pays dans lequel le travail productif n'est pas assuré par tous ne peut pas être un pays qui va vivre. Un pays dans lequel les gens ne paient pas leurs impôts est un pays qui ne peut pas nouer avec le progrès.
À l'époque, lorsque j'étais Premier ministre, j'avais eu la curiosité de procéder à une étude qui me permettrait d'appréhender un peu le nombre de Nigériens qui contribuent au budget de l'État à travers les impôts et les taxes. À l'époque, il n'y avait que 0,07% de Nigériens qui payaient un impôt au Niger. Comment voulez-vous bâtir un pays, le rendre solide, fier et ambitieux, quand la contribution à l'effort financier de construction nationale est si médiocre? Cela aussi est une perte de responsabilité de l'ensemble des Nigériens par rapport à ce qui se passe. Et parce que nous manquons de travail, non pas parce qu'il n'y a pas de travail, mais parce que nous ne voulons pas travailler, nous devenons captifs de toutes les sollicitations malhonnêtes qui peuvent nous permettre de vivre. Parmi les sollicitations malhonnêtes, je parle de la corruption politique. Regardez la foison de partis politiques qui existent au Niger. Pensez-vous vraiment que s'il faut uniquement sur la base de l'idéologie politique, de la conviction et de la détermination à se battre pour le Niger, pas pour soi, notre pays a vraiment besoin d'une centaine de partis politiques. À quoi servirait 100 partis politiques dans un pays qui se porte très mal? Pourquoi ne pas envisager une union des partis politiques pour revenir à un chiffre raisonnable qui permettrait à la démocratie de fonctionner autrement? À la démocratie d'avoir une base politique solide qui va empêcher à tout parti politique qui arrive au pouvoir de se transformer en monstre contre les Nigériens. C'est une question à laquelle il faut réfléchir. Parce que la plupart des partis politiques ont vocation à servir d'abord des intérêts personnels. La lutte pour accéder au pouvoir n'a d'autre finalité que approcher davantage les caisses de l'État pour mieux vivre. Cette mentalité et cette perception très singulière de la politique fait que nous faisons de la mauvaise politique. Fait que nous défendons mal les intérêts de notre peuple. Fait que nous sommes co-responsables du mal que Tareya est en train de commettre au Niger. Aujourd'hui, sur la scène politique, il y a le camp de la majorité et le camp de l'opposition. L'opposition aurait dû être une opposition politique démocratique. C'est cela sa vocation. Mais quand dans un pays, on interdit aux militants de tout parti qui n'est pas dans la majorité ses droits les plus élémentaires, et la seule destination qu'on leur prévoit, c'est la prison. Les seuls droits qu'on leur reconnaît, c'est de se taire.
il est évident que cette opposition a plus les apparences d'une résistance intérieure que d'une opposition politique. Mais une résistance, pour être efficace, a besoin que tous les membres de la résistance soient solidaires. Il n'est pas imaginable que vous puissiez assumer avec le sens de la responsabilité requise demain un poste qui vous sera confié au niveau de l'État si le parti sort gagné. On apprend à être responsable dans le parti avant d'être responsable au niveau de l'État. Donc, si vous acceptez que la grande masse des militants vous mettent sur un piédestal, acceptez aussi donc d'assumer les responsabilités qui vous ont placées et de les exercer dans un esprit d'efficacité. Parce que si vous ne le faites pas, vous aurez trahi ceux qui vous ont élus et vous aurez trahi aussi le parti. Chacun croit que dans la masse, on ne le voit pas. Mais ce qui vous dénonce si vous ne faites pas votre travail, ce sont les résultats finaux de votre coordination aux élections. Parce que je sais qu'il y a au moins 8000 Nigériens en Belgique. Je sais que l'Human Africa est l'une des formations politiques les mieux organisées, les mieux implantées en Belgique. Et si au résultat on me dit que nous avons eu 200 voix, croyez-moi, je reste sans voix. Parce que je considère que vous n'avez rien fait. 200 voix dans une population électorale qui tourne autour de 8000, même si vous pensez que vous avez battu les autres, ne me permet pas moi de dire que vous avez atteint le niveau ultime de vos performances. Je dirais plutôt qu'ils n'ont pas travaillé. Évidemment, pour travailler, il faut que vous sortiez de vos têtes, que vous vous battez pour un membre. Vous devez d'abord admettre qu'en tant que Nigérien, vous vous battez d'abord et surtout pour le bien. Vous vous battez pour le bien-être de nos compatriotes qui sont là-bas sur le sol nigérien. Vous vous battez pour que les conditions qui seront créées si le Niger revertit vous permettent de retourner là-bas la tête haute. Vous permet également de vous débarrasser des charges familiales que la pauvreté vous oblige à supporter. Donc vous devez vous mettre dans la tête que vous ne faites pas de la politique uniquement pour être vraiment au pouvoir. Mais votre conviction est que si l'Oumana gagne, le pays est mieux géré et la pauvreté pourra être chassée de notre sol. Alors, ayez aussi confiance en votre capacité et mettez votre entregent et votre détermination à faire en sorte que le Niger bénéficie d'une autre gouvernance que celle sur laquelle le Niger a gagné. Cela est important. Mais la responsabilité ne s'arrête pas à faire son devoir. La responsabilité du militant, c'est de faire vivre aussi le parti. Le parti
vit grâce à votre dynamisme, grâce à votre chat sur les réseaux sociaux, grâce à votre capacité à répondre du tac au tac et à faire même mieux que du tac au tac. Mais le parti ne peut vivre réellement pour gagner que si vous mettez la main à la poche. Je sais que les Nigériens, d'une manière générale, n'aiment pas cette approche du problème des partis politiques. Pour eux, et en général, le parti doit se débrouiller pour fabriquer l'argent, on ne sait pas comment. Les responsables du parti doivent être forcément riches. Donc c'est à eux, puisque c'est pour eux qu'on se bat, de trouver l'argent et de le faire pleuvoir sur tous les militants pour qu'ils se battent mieux. Et ça, c'est une conception, comment dirais-je, moyenâgeuse de la politique. Et je sais que les erreurs qui ont implanté cette conception dans la tête de nos compatriotes nigériens est liée au tout début de la restauration démocratique dans notre pays. Par le passé, c'était les grands commerçants qui avaient pris en charge le fonctionnement des partis. Ils avaient l'argent, ils avaient la foi dans le parti, et ils avaient la générosité nécessaire pour investir dans le parti. Tout le monde était content, mais tout le monde ne savait pas qu'on était tombé dans un piège. La démocratie suppose l'égalité des membres au sein d'un parti. Quand vous donnez la primauté de la prise en charge des dépenses par une personne ou deux ou trois, vous enlevez à tous ceux qui ne payent pas leur droit à l'expression, leur droit à participer à la prise de décision, et vous la confiez toute à celui qui paye. Et lorsque le parti gagne, c'est ceux-là qui viennent ouvrir grandement leur grand boubou pour dire c'est nous qui avons payé les marchés, les trucs, tout et c'est à nous. Ceux qui doivent être nommés, c'est à nous de vous dire qui vous allez nommer. Alors comme ils ne raisonnent qu'en fonction de leurs intérêts personnels, les nominations, les marchés introduisent dans le système de fonctionnement de l'État la corruption et la médiocrité des prestations des responsables. Conséquence, nous avons une démocratie au rabais dans laquelle les militants se battent mais n'ont pas le droit à la parole. Ils ne sont pas égaux. J'ai souhaité que l'Oman Africa change cette conception de la responsabilité financière qui incombe à quelques-uns, pour faire en sorte que cette responsabilité soit partagée au niveau de tous les militants. Une petite cotisation mensuelle multipliée par 1 million font une très grosse entrée financière mensuelle dans les caisses du parti. Et avec cette manne, tous les militants qui ont investi en tant que membres actifs deviennent les vrais propriétaires du parti. Ils deviennent les actionnaires du parti et ont le droit de faire entendre leur voix, d'exiger
une reddition des comptes et exprimer leur opinion, car cette opinion est nécessaire pour la bonne marche du parti et même peut-être pour le pays. On apprend à être citoyen, je l'ai dit tout à l'heure, dans un parti. La cotisation peut être interprétée d'une certaine manière et assimilée même à l'impôt que le citoyen doit payer à l'État. Mais ici, il ne s'agit pas de l'État, il s'agit du parti. Si vous voulez apprendre à être de bons citoyens, apprenez à être de bons militants. Si vous voulez contraindre les responsables de la gestion de l'État demain à vous rendre compte de gré ou de force, vous devez d'abord apprendre à le faire au sein de votre parti. Parce que si vous savez contraindre vos responsables du parti à vous rendre compte ou à démissionner, vous pouvez le faire au niveau de l'État. Puisque vous connaissez les règles et les modalités pour y aller. Donc le fait de vous demander de cotiser n'est pas, comment dirais-je, du quémandage, mais c'est une façon de vous faire épouser entièrement le sens de la responsabilité du citoyen que vous êtes. Mais en attendant qu'on s'adresse aux citoyens, au niveau de l'Oumana, nous voulons nous adresser aux militants. Un bon militant fera un bon citoyen. Un mauvais militant fera inévitablement un mauvais gouvernant et un mauvais citoyen. Je sais que des propos de cette nature vous désorientent un peu, mais je pense qu'il est temps qu'on en parle ouvertement, qu'on ne se cache plus les choses. Quand vous dites que c'est le dirigeant qui doit payer, il a exercé quelle activité économique pour avoir beaucoup d'argent? S'il n'a exercé aucune activité économique, qu'il a peut-être du service dans les rouages de l'État, implicitement vous êtes en train de dire que c'est un voleur. Parce que s'il n'a pas volé, où est-ce qu'il a eu l'argent? Donc si vous considérez que votre leader a beaucoup d'argent, vous êtes en train de dire que votre leader est un grand voleur. Alors je crois savoir qu'en ce qui me concerne en tout cas, on peut me faire tous les reproches possibles. Mais il est difficile de démontrer que j'ai volé de l'argent quelque part pendant toute la période où Dieu et les citoyens nigériens m'ont confié la gestion de l'État du Niger. Et je l'ai répété plus d'une fois. Je mets au défi qui que ce soit de pouvoir me mettre à l'index par rapport à ça. Et si aujourd'hui, je suis qu'un pauvre exilé, c'est parce que j'ai été un honnête dirigeant. Et je veux le respect. Mais le respect tout seul ne suffit pas. Il faut que les militants de l'Oumana dans leur ensemble apprennent à ressembler à leurs dirigeants, à leurs leaders. Si vous êtes honnêtes tous, le Niger, si nous gagnons le pouvoir, sera bien dirigé. Mais si je suis honnête et que vous êtes malhonnête, mes efforts seront vains. Et c'est pour cette raison que j'insiste. Pour que chacun d'entre vous apprenne au sein de l'Oumana à être déjà un citoyen modèle. Il le faut pour le Niger. Parce que si nous n'arrivons pas à devenir des modèles de citoyens, je vous assure que le Niger est condamné. Or, notre dessein à tous, notre détermination à tous, c'est au contraire de sauver le Niger.
Donc pour sauver le Niger, il y a 7 conditions. Maintenant, pour aborder un autre sujet, c'est le sujet de la diatribe qu'il y a sur les réseaux sociaux. Il y a sur les réseaux sociaux au sein de l'Umana. Sur les réseaux sociaux, nous avons indiscutablement de bons combattants. Mais nous avons aussi des combattants qui ne savent pas mesurer jusqu'où il faut aller et jusqu'où s'arrêter. La démocratie que l'on veut exprimer à haute et tonitruante voix sur les réseaux sociaux, si elle peut rendre service au parti dans une certaine mesure, elle peut aussi être un élément de dislocation du parti sous d'autres aspects. Parce que la politique, malheureusement, a 2 dimensions. La dimension au-dessus, qui n'est cachée à personne, et la dimension en souterrain, qui n'est pas, dont l'accès n'est pas donné à tout le monde. Quand on veut faire de la démocratie totale, on fragilise le parti. Pourquoi? Certains propos étalent à la vue et aux oreilles de tous les faiblesses intérieures du parti. Quand les militants se mettent à critiquer ouvertement d'autres militants sur les réseaux sociaux, ils disent à l'adversaire indirectement, nous avons un problème et nous voulons que vous nous aidiez à régler son compte à un tel, à un tel, à un tel. Donc vous les invitez à rentrer dans les affaires intérieures du parti. Inconsciemment, bien sûr, mais vous le faites quand même. Quand vous vous jetez dès contre un leader du parti, vous en faites avec lui une affaire personnelle. Mais l'affaire n'est pas personnelle. Vous attaquez le parti. Parce que en fragilisant un leader, quelles que soient ses qualités ou ses défauts, que vous le vouliez ou pas, vous fragilisez également le parti. Insulter un tel sur les réseaux sociaux, l'attaquer de front et de tous les côtés, montre à l'adversaire qu'un tel, on peut le tuer si on s'organise. Et si vous livrez vos leaders à l'adversaire, il les tue, vous croyez vraiment qu'il est facile de les remplacer au pied levé? L'expérience politique compte beaucoup parce que ça nous ramène à la dimension en dessous. Il y a des choses que les gens savent et des choses que seuls quelques-uns savent. Quand vous liquidez quelqu'un qui sait en haut et en bas, et vous le remplacez par quelqu'un qui ne connaît que ce qui est en haut. Les racines et les radicelles de ce qui nous lie aux uns aux autres, vous ne les connaissez pas. Quand vous attaquez à un allié qui vous paraît ne pas marcher droit,
vous ne rendez pas service au parti. Parce que vous ne savez pas exactement qu'est-ce qui se passe en dessous entre ces deux partis, entre leurs leaders. Est-ce que vous savez? Vous ne savez peut-être pas qu'ils ont juste un jeu de rôle qui doit servir un dessein particulier. Vous ne le savez pas. Et en l'attaquant, vous démolissez toute la stratégie que votre leader a transférée pour mettre en place. C'est pour cette raison qu'il faut que vous tempériez un peu la critique. Par rapport au combat politique que nous devons mener contre Gouri, par exemple. Je sais, il y a des gens qui sont pressés. Il faut leur rentrer dedans, disent-ils. Mais vous allez rentrer dans qui? La police? La gendarmerie? La garde républicaine? Ce sont eux vos adversaires? Vos adversaires, ce sont les gens de Tareya. Ils sont tranquillement couchés chez eux. Et vous allez affronter la police, la gendarmerie. C'est pour gagner quoi? Des coups, des bosses, la prison et tout ce qui s'ensuit. Les gens de Tareya, eux, ne font que rire. Quand vous voyez l'arrogance de Bazoum, s'ils veulent ça, ils n'ont qu'à sortir. Et ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il ne dit pas à ces gens-là de sortir pour qu'il y ait une confrontation entre les gens de l'opposition et les gens de Tareya. Il dit aux gens de l'opposition de sortir pour affronter la police, la gendarmerie. Ils se cachent derrière la police, la gendarmerie et le reste. S'ils ne se cachaient pas derrière des forces organisées de la puissance publique qui ont le droit de taper, de tuer même, et qui vous tapent, ils vous blessent et ils vous envoient à la justice pour qu'on vous enferme, vous croyez que c'est très intelligent de tomber dans les pièges de l'incitation à l'insurrection auquel appelle tout le temps Bazoum? C'est ça qu'il veut. La politique se fait avec la tête, pas avec le cœur. Il faut toujours attentivement écouter l'adversaire. Et ceux qui vous écoutez avec vos oreilles, pas avec votre cœur. Une fois que vos oreilles ont entendu, laissez votre cerveau travailler l'affaire. Vous trouverez où est le piège. Vous comprendrez quelles sont les intentions. Et vous pourrez même percevoir la malveillance qui dort là-dessus. Quand on est responsable, on doit être très très mesuré dans tout ce que l'on fait. On a la responsabilité des convictions de milliers de gens. Ce n'est pas une affaire personnelle, c'est une affaire collective qui nécessite donc que ceux qui sont devant agissent toujours avec sagacité et intelligence. Donc ceux qui sont pressés d'aller taper doivent savoir que aller taper n'est pas forcément rendre service à l'humain. La politique a plusieurs facettes. Sois toujours là où on ne t'attend pas. Et tu vas désorganiser l'adversaire. Tu vas le pousser constamment à la faute. Tu vas le mettre dans une situation qui va l'embarrasser du matin au soir et qui finira par se transformer pour lui en angoisse. Un homme angoissé ne raisonne plus. Un homme angoissé a trop peur pour comprendre. Donc il use de la force, à tort et à travers. En usant de la force,
comme disent les judokas, il finit par mélanger les pédales et vous pouvez l'achever. C'est ça que vous devez comprendre. Donc ceux qui sont sur les réseaux doivent faire preuve de modération. Et éviter, s'il vous plaît, de vous en prendre systématiquement au leader du parti. Les règlements de compte au sein du parti, c'est pendant le renouvellement. Celui qui n'a pas bien fait son travail, on le débat. Là, on n'insulte pas. Personne ne veut pas qu'il s'en aille. Mais si vous dites, chaque matin, il faut que vous égorgiez un leader sur les réseaux sociaux, avant la fin de l'année, il n'en restera plus rien. Et nous aurons gagné quoi? C'est pour cette raison que je demande vraiment que vous fassiez preuve de modération. Contre nos adversaires, allez-y, la voie est libre. Contre les gens de notre parti, il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Je crois que j'ai trop parlé, mais certains des échanges sont indispensables parce qu'il faut qu'on se comprenne. Nous devons survivre pour gagner. Et nous allons survivre et gagner. Avec l'aide de Dieu et avec votre détermination et engagement. Je vous remercie. Mangani kai karno mai gini na arang gini karno president po aram juni ya aram ko korim karno suga rim kai hombre eli alinye mano ai mila Le secrétaire à l'organisation et à la logistique, M. Boubacar Yampa. Le secrétaire aux relations d'administration, l'ambassade et les ressortissants, Mahmoud Al-Fali, qui est en déplacement à Niamey. Le secrétaire aux relations d'administration, l'ambassade et les ressortissants adjoints, Mohamed Lawal Abadi Gambouzoua. Le secrétaire à la formation politique, M. Moussa Alousseï.
Le secrétaire aux élections, M. Boubacar Chile. Le secrétaire aux élections adjoints, M. Amoussi Gorata, le secrétaire à la mobilisation et à l'animation des jeunes, président OJL Abourazak Ile. Le secrétaire à la mobilisation, la secrétaire à l'animation et à la mobilisation des femmes, président OFL Ajia Rabi Brahma. La secrétaire chargée de la promotion de la solidarité et des affaires sociales, Madame Dibata Soumaya Dibili. La secrétaire chargée de la promotion de la solidarité et des affaires sociales adjointe, Madame Oumar Dima Sandri. Applaudissez pour elle, applaudissez pour elle. Voilà. Le secrétaire chargé des missions juridiques, M. Mousselou. Le secrétaire chargé des missions juridiques adjoint, Mahmoud Moukeya Saïd. La secrétaire chargée de la communication, Madame Achia Bantatou Abdoulaye Bouka. Secrétaire à l'information des structures et à l'animation des réseaux sociaux, M. Moussa Ali. Le secrétaire à l'animation culturelle, il s'agit de M. Soumaï Moussali Chini. C'est le ministère de l'Homme. Les vice-présidents statutaires sont les présidents de région. Donc, il s'agit de celui de Bruxelles, M. Khaled Al-Fazan. Monsieur Mohamed Bibokam de Liège. Monsieur Oumar Abdelkader de Mons. Monsieur Ali, secrétaire général de Charleroi. Merci à tout le monde, merci son excellence. Le bureau fédéral du gouvernement se compose de personnes suivantes. Donc pour la photo de Paris. C'est ça. Où est Barca? Merci, Excellence. Merci, les invités. Nous vous remercions pour votre patience et nous remercions, Excellence, pour sa présence à nous. Si vous voulez bien vous asseoir, vous permettez à la ceux qui sont sur la place, ils peuvent se dégager, s'il vous plaît. Avancez. Allez, allez. Allez, c'est bon. Voilà. S'il vous plaît. Allez, allez. Avancez. Merci beaucoup. Ce côté, moi, tu as un canard.
Non, aywa. Non, non. Ah, je non, là. Ça va. Allez, Courage. C'est bon. Voilà. C'est bon.